L'aube se levait à peine sur l'aéroport, un voile de lumière dorée caressant les pistes encore endormies. L'air était frais, presque mordant, et une tranquillité rare enveloppait le terminal. À l'intérieur, loin du tumulte habituel des voyageurs pressés, Ibrahim Traoré se tenait près de la porte 37, immobile, presque invisible. Pas de costume taillé sur mesure, pas de cortège de garde du corps, pas de mallette en cuir rutilant. À première vue, il aurait pu être un étudiant, un commerçant, ou un simple voyageur africain parmi tant d'autres. Mais Ibrahim Traoré n'était pas un homme ordinaire. Il était le président du Burkina Faso, un leader qui avait choisi de voyager avec une humilité déconcertante, fidèle à ses convictions, rester proche de son peuple, se fondre dans la foule, ne jamais céder à l'ostentation. Il venait de conclure une série de réunions diplomatiques en Europe, des discussions ardues sur des sujets cruciaux, la souveraineté économique, la gestion des ressources en or et l'avenir de l'Afrique face aux influences étrangères. Ces pourparlers avaient été intenses, marqués par des échanges parfois tendus avec des diplomates et des investisseurs étrangers. Pourtant, Traoré n'affichait ni fatigue ni triomphalisme. Son visage, encadré par une capuche sombre, restait impassible, ses yeux scrutant calmement l'horizon à travers les grandes baies vitrées du terminal. Tout ce qu'il désirait à cet instant était de rentrer chez lui, à Ouagadougou, pour retrouver son peuple et poursuivre son travail. Dans le terminal, l'ambiance était feutrée. Les annonces aux haut-parleurs se faisaient rares, et les rares voyageurs matinaux avançaient d'un pas discret, tirant leurs valises ou consultant leur téléphone. Traoré, lui, était seul, sans assistant ni entourage. Il portait un simple sac à dos en toile, usé mais fonctionnel, et un sweat à capuche gris qui contrastait avec l'élégance ostentatoire des hommes d'affaires qui arpentaient les couloirs. Cette simplicité n'était pas un hasard, c'était une déclaration silencieuse, un refus des privilèges qui accompagnent souvent le pouvoir. Pour Traoré, être président signifiait servir, non dominer. Il voulait voyager comme ses compatriotes, sans fanfare, sans flash de caméra, sans protocole superflu. En s'approchant de la porte d'embarquement pour le vol Air France à destination de Ouagadougou, il croisa un employé de l'aéroport, un homme d'une cinquantaine d'années chargé de vérifier les cartes d'embarquement. Traoré lui adressa un sourire chaleureux et un « Bonjour, ça va ?» en français, sa voix douce mais assurée. L'employé, surpris par cette amabilité spontanée, répondit avec un sourire timide « Ça va, merci ». Il n'avait aucune idée qu'il venait d'échanger avec le chef d'État du Burkina Faso. Et c'était exactement ce que Traoré voulait. Il aimait ces moments où il pouvait être juste un homme parmi d'autres, sans que son titre ne vienne ériger une barrière entre lui et le monde. Il présenta sa carte d'embarquement, scannée sans incident, et traversa la passerelle menant à l'avion. À bord, il salua l'équipage d'un hochement de tête poli, ses gestes mesurés, presque invisibles. Il s'installa en classe affaires, rangée 2A, près du hublot, un siège qu'il avait choisi pour sa discrétion. La cabine était encore à moitié vide. Les autres passagers, des cadres supérieurs, des diplomates, quelques touristes fortunés commençant à prendre place. Traoré sortit son téléphone et se plongea dans la lecture d'un rapport, ses doigts glissant sur l'écran avec une concentration tranquille. À cet instant, rien ne le distinguait des autres voyageurs. Personne ne prêta attention à cet homme en sweat à capuche, et c'était précisément ce qu'il souhaitait. Mais l'harmonie de ce moment allait bientôt être brisée. À quelques rangées de là, des murmures s'élevèrent, discrets mais insistants. Un homme d'affaires français, PDG d'une puissante entreprise énergétique opérant en Afrique, venait d'arriver à la porte d'embarquement. Grand, vêtu d'un costume impeccablement coupé, il exsudait une assurance arrogante, celle de quelqu'un habitué à ce que le monde se plie à ses désirs. Il voyageait souvent en première classe, entouré d'assistants et accueilli par des tapis rouges. Ce matin-là, cependant, un problème inattendu l'attendait. La classe affaires était complète, et il n'y avait pas de place pour lui dans la cabine qu'il jugeait digne de son statut. Le PDG, que nous appellerons Monsieur Dupont pour préserver son anonymat, ne tolérait pas ce genre de désagrément. Il se tenait à la porte d'embarquement, entouré de 2 assistants nerveux et d'un trio d'agents d'Air France dépassés par la situation. Ses chaussures vernies claquaient sur le sol tandis qu'il tapait du pied, son visage crispé par l'impatience. « Je suis un partenaire stratégique dans de nombreux projets africains », lança-t-il d'un ton sec, comme si ces mots suffisaient à réécrire les règles. « Vous ne pouvez pas me laisser en économie. Trouvez-moi un siège en classe affaires, immédiatement. » Les agents, mal à l'aise, échangèrent des regards. Ils consultèrent frénétiquement leurs tablettes, cherchant une solution. Mais les faits étaient implacables. Tous les sièges de la classe affaires étaient occupés. Aucun passager n'avait annulé, aucun surclassement n'était disponible. Pourtant, Dupont refusait d'entendre raison. « C'est inacceptable », aboya-t-il, sa voix résonnant dans le couloir d'embarquement. « Savez-vous qui je suis ? Je travaille avec des gouvernements, des ministères. Faites quelque chose. » Face à cette pression croissante, les agents firent appel à une hôtesse senior, une femme d'une quarantaine d'années nommée Claire. Grande, élégante dans son uniforme bleu d'Air France, Claire arborait un sourire professionnel mais froid, celui de quelqu'un habitué à gérer les caprices des puissants. Elle s'avança vers l'avion avec une détermination mesurée, bien décidée à résoudre ce problème avant que l'embarquement ne soit retardé. À bord, elle balaya la cabine d'un regard acéré, comme un prédateur scrutant sa proie. Son attention se posa presque immédiatement sur un passager en particulier, un homme à la peau foncée, assis calmement en rangée 2A. Ibrahim Traoré, inconscient du regard qui pesait sur lui,
continuait de lire sur son téléphone. Claire s'arrêta un instant, ses yeux s'attardant sur lui. Pas de montre de luxe, pas de costume, pas d'assistant à ses côtés. Juste un homme noir en sweat à capuche, sans aucun signe extérieur de richesse ou de pouvoir. Elle se pencha vers une collègue plus jeune et murmura « Ça doit être une erreur. Comment a-t-il eu ce siège ?» La jeune hôtesse haussa les épaules, incertaine, mais Claire était déjà en mouvement. Elle s'approcha de Traoré, son sourire aussi artificiel qu'une affiche publicitaire. « Monsieur, dit-elle d'un ton faussement courtois, puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ?» Traoré leva les yeux, son regard calme croisant le sien. Sans un mot, il sortit sa carte et la lui tendit. Claire l'examina attentivement, ses lèvres pincées. Le numéro de siège correspondait, tout était en ordre. Pourtant, quelque chose en elle refusait d'accepter cette réalité. Cet homme, à ses yeux, n'avait pas l'air de quelqu'un qui méritait un siège en classe affaires. Elle lui rendit la carte avec un hochement de tête crispé et s'éloigna, mais son esprit tournait à plein régime. Elle était déterminée à corriger ce qu'elle percevait comme une anomalie. Quelques minutes plus tard, elle revint, son sourire encore plus forcé. « Monsieur, je suis désolé, mais nous devons peut-être vous déplacer pour accueillir un autre passager. Cela vous dérangerait-il de passer en classe économique? Nous vous offrirons une compensation. » L'insulte était subtile, mais tranchante comme une lame. Traoré haussa un sourcil, son visage restant impassible. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-il, sa voix basse mais ferme. Claire cligna des yeux, déstabilisée par la question. « Aucune raison, monsieur, » répondit-elle, son ton trahissant une pointe d'agacement. « C'est juste un petit ajustement pour un autre invité. » Un invité plus important que moi, poursuivit Traoré, toujours aussi calme. Le sourire de Claire se figea. Elle ne s'attendait pas à ce genre de résistance, encore moins de la part d'un passager qu'elle avait déjà catalogué comme insignifiant. Autour d'eux, quelques passagers commencèrent à prêter attention. Un homme en costume baissa son journal, une femme cessa de taper sur son ordinateur portable. Une tension sourde s'installait dans la cabine, mais personne n'osait intervenir. Traoré, lui, se rassit lentement, son regard fixé sur Claire. « Non, dit-il simplement, je reste à ma place. » Ces mots, prononcés sans colère ni éclat, firent l'effet d'une déflagration silencieuse. Claire resta figée un instant, son visage rougissant légèrement. Un homme comme lui dire non? Elle n'était pas habituée à cela, surtout pas de la part d'un passager africain. Son orgueil, soigneusement dissimulé derrière son professionnalisme, venait d'être égratigné. « Monsieur, insista-t-elle, son ton plus sec, c'est pour des raisons opérationnelles. Je vous demande de coopérer. » Mais Traoré ne bougeait pas. Il la fixa dans les yeux, son calme désarmant contrastant avec l'agitation croissante de Claire. « Si c'est opérationnel, expliquez-moi pourquoi on me demande à moi et pas à quelqu'un d'autre. » Claire ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle n'avait pas de réponse, pas d'excuse valable. La vérité, qu'elle refusait d'admettre même à elle-même, était que sa décision était basée sur des préjugés, sur une hiérarchie implicite qu'elle appliquait sans réfléchir. Les autres passagers observaient maintenant ouvertement, certains murmurant entre eux. L'atmosphère dans la cabine devenait pesante, comme si un orage se préparait. Voyant qu'elle n'obtenait pas gain de cause, Claire tourna les talons et se dirigea vers le cockpit, où elle échangea quelques mots rapides avec le capitaine. Lorsqu'elle revint, sa décision était prise, mais elle ne s'adressa plus directement à Traoré. Au lieu de cela, elle s'approcha d'un autre passager, un jeune homme africain assis quelques rangées plus loin. « Monsieur, nous avons besoin que vous passiez en classe économique, » déclara-t-elle, son ton autoritaire. Le jeune homme, visiblement confus, demanda « Pourquoi moi ?» Claire ignora la question, prenant sa carte d'embarquement comme si la discussion était close. Puis elle passa à un autre passager, un homme noir en costume, et répéta la même demande. Ses choix étaient clairs, évidents et profondément troublants. Elle ne ciblait que les passagers à la peau foncée, ceux qu'elle jugeait, consciemment ou non, comme ne méritant pas leur place en classe affaires. Ce fut la goutte d'eau. Traoré, qui avait observé la scène en silence, se leva lentement. « Assez, dit-il, sa voix grave résonnant dans la cabine comme un coup de tonnerre contenu. Vous prenez des décisions basées sur la couleur de peau, pas sur les billets. Ça s'appelle de la discrimination. » Un silence glacial s'abattit sur la cabine. Claire se tourna vers lui, ses mains tremblant légèrement. « Monsieur, je vais devoir vous demander de vous rasseoir, » répondit-elle, sa voix tremblante de colère contenue. Ne faites pas de scandale. Mais Traoré ne se rassit pas immédiatement. Il la fixa, son regard perçant, intrépide, chargé d'une autorité qu'elle ne comprenait pas encore. Pendant une fraction de seconde, elle sentit quelque chose d'inhabituel, une présence qui la dépassait. Mais son orgueil l'empêcha de s'arrêter là. « Ces gens, marmonna-t-elle en français en s'éloignant, assez bas pour que personne ne l'entende clairement, mais assez fort pour que l'intention soit perçue. Toujours à faire du bruit. » Pendant ce temps, à la porte d'embarquement, Monsieur Dupont, le PDG, perdait patience. Il continuait de harceler les agents, son ton devenant de plus en plus menaçant. « Si je ne suis pas en classe affaires dans les 5 prochaines minutes, vous entendrez parler de moi, lança-t-il,
son visage rouge de frustration. Les agents, à bout, cédèrent finalement sous la pression. Ils informèrent Claire qu'il fallait absolument trouver un siège pour le PDG, coûte que coûte. Quelques minutes plus tard, Dupont fut autorisé à monter à bord. Claire l'accueillit avec une déférence exagérée, lui offrant un verre de champagne avant même qu'il ne s'installe. « Nous réglons le problème de siège, monsieur, » dit-elle avec un sourire obséquieux. « Vous serez confortablement installé. » Dupont hocha la tête, satisfait, et s'avança dans la cabine comme un monarque inspectant son royaume. En passant devant Traoré, il ne lui accorda pas un regard. Pour lui, cet homme en sweat à capuche n'existait pas. Claire s'empressa de rendre Dupont confortable, ajustant son siège, lui tendant une serviette chaude, lui proposant un deuxième verre de champagne. Chaque geste, chaque mot, renforçait une hiérarchie implicite. Cet homme était important, les autres ne l'étaient pas. Pendant ce temps, Traoré restait assis, sa ceinture bouclée, ses doigts tapotant légèrement la coudoir. Il n'avait pas besoin de parler, pas encore. Il observait, analysait, attendait. Il savait que ce qui venait de se passer n'était pas anodin, et que le monde entier en entendrait bientôt parler. L'avion décolla enfin, quittant le sol français pour s'élever dans un ciel encore teinté de rose. À l'intérieur, la cabine retrouva une apparence de normalité. Les passagers se détendirent, les hôtesses commencèrent le service, les panneaux de ceinture s'éteignirent. Mais sous cette façade, une tension invisible grandissait, comme une tempête se formant au loin. Traoré, lui, restait imperturbable. Il n'avait pas élevé la voix, n'avait pas fait de scandale, n'avait pas révélé son identité. Il se contentait d'attendre, comme un homme qui sait que le vent finira par tourner. À mi-parcours, Claire revint vers lui, son sourire plus artificiel que jamais. « Voulez-vous quelque chose à boire, monsieur ?» demanda-t-elle, son ton dénué de chaleur. Traoré la regarda brièvement. « De l'eau suffira, répondit-il. » Elle hocha la tête et s'éloigna rapidement, sans un mot de plus. Pas d'excuses, pas de respect, rien. À l'inverse, elle multipliait les attentions envers Dupont, riant à ses blagues, écoutant avec un intérêt fin ses récits sur ses projets révolutionnaires en Afrique. « Le Burkina Faso a de la chance de nous avoir, » déclara Dupont avec un rictus satisfait, son verre de champagne à la main. « Nous apportons de l'ordre à leur chaos. Sans nous, ils seraient perdus. » Claire acquiesça avec empressement, totalement ignorante que l'homme qui l'insultait avec tant de désinvolture était assis à 2 rangées de là, écoutant chaque mot. Une passagère, une infirmière burkinabé d'une trentaine d'années rentrant chez elle à Bobo-Dioulasso, observait la scène avec une indignation croissante. Elle avait reconnu Traoré dès son entrée dans l'avion, non pas à cause d'un quelconque signe extérieur, mais grâce à cette aura unique qu'il dégageait, cette dignité tranquille qui contrastait avec l'agitation autour de lui. Elle se pencha vers son voisin, un homme d'affaires malien, et murmura « C'est notre président. Ils ne savent même pas qui ils humilient. » Le voisin écarquilla les yeux, incrédule. « Vous êtes sûr ?» chuchota-t-il. Elle hocha la tête, son regard fixé sur Traoré. « C'est lui. Regardez-le. Il ne dit rien, mais il voit tout. » Ils échangèrent un regard complice, mais choisirent de respecter le silence du président. Il était clair qu'il ne voulait pas attirer l'attention, pas encore. Les heures s'écoulèrent, les lumières de la cabine s'atténuèrent, et la plupart des passagers sombrèrent dans un sommeil léger. Mais Traoré restait éveillé, son regard perdu dans les nuages éclairés par la lune. Il n'était pas en colère, pas même blessé. Il était patient, méthodique, comme un stratège attendant le moment parfait pour agir. Ce qui s'était passé dans cet avion n'était pas seulement une insulte personnelle, c'était un symbole, un microcosme des injustices qu'il combattait chaque jour, le mépris, les préjugés, les vestiges d'un colonialisme qui refusait de mourir. L'avion entama enfin sa descente vers Ouagadougou. Les lumières se rallumèrent, le capitaine annonça l'atterrissage imminent en français et en anglais. Les passagers s'agitèrent, bouclant leurs ceintures et rangeant leurs affaires. Claire parcourut l'allée avec son clipoar, distribuant des sourires mécaniques à certains, ignorant ostensiblement Traoré. Dehors, le paysage était saisissant. Un soleil d'or s'élevait au-dessus d'un sol rougeâtre, la ville s'éveillant doucement sous un ciel sans nuages. Mais ce que personne dans l'avion ne pouvait encore voir, c'était l'impressionnant dispositif qui se mettait en place sur le tarmac. Des rangées de SUV noirs, des véhicules militaires aux vitres teintées, une escorte présidentielle composée des unités d'élite du Burkina Faso. Les soldats, en uniformes impeccables, se tenaient en formation, leurs armes à leur côté, immobiles sous la chaleur naissante. Derrière eux, un groupe de dignitaires attendait, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le chef de la Sécurité nationale. Tous étaient là, droits, silencieux, pour accueillir leur président. Dans la cabine, des murmures commencèrent à circuler. « Pourquoi tant de soldats ?» demanda un passager européen, une note d'inquiétude dans la voix. « On dirait une zone de guerre. » Un autre passager, un homme d'affaires burkinabé, répondit avec un sourire, « C'est le protocole. Quelqu'un d'important arrive. » Dupont, entendant cela, ricana. « Ça doit être pour moi, » lança-t-il à Claire, ajustant sa cravate avec un air satisfait. « Je vous l'ai dit, je suis une grosse pointure ici. » Claire rit poliment,
déjà prête à l'escorter hors de l'avion en priorité. Elle avait même prévu de le guider personnellement jusqu'au terminal, un privilège réservé aux VIP. Mais lorsque l'avion s'immobilisa sur le tarmac, l'atmosphère changea radicalement. Par les hublots, les passagers aperçurent l'impressionnant déploiement militaire. Les gardes présidentiels, alignés avec une précision chirurgicale, formaient une aie d'honneur. Les ministres, stoïques, attendaient en silence. Une foule commençait à se rassembler au-delà des barrières de l'aéroport, des drapeaux burkinabés flottant dans l'air. Claire, jetant un coup d'œil par le hublot, pâlit légèrement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle, son assurance vacillant. Dupont, lui, se leva, lissant son costume. « C'est pour moi, évidemment, » déclara-t-il avec un sourire suffisant. « Ils savent que je suis là. » Mais avant que quiconque ne puisse descendre, un officier en uniforme monta à bord. Grand, imposant, un béret noir vissé sur la tête, il avançait dans l'allée avec une autorité naturelle. Ses bottes résonnaient sur le sol, chaque pas amplifiant le silence qui s'installait. Il s'arrêta net devant le siège 2A, leva la main à son front dans un salut militaire impeccable et déclara d'une voix claire « Mon président, bienvenue chez vous ». Un silence assourdissant envahit la cabine. Les regards convergèrent vers Traoré. Claire, debout à quelques mètres, sentit ses jambes trembler. Ses yeux passèrent de l'officier à l'homme qu'elle avait méprisé pendant tout le vol. Son clipoar lui échappa presque des mains. Dupont, figé, laissa échapper un murmure. « Président ». Traoré se leva lentement, son mouvement fluide, empreint d'une dignité naturelle. Il ne dit rien, n'afficha ni colère ni triomphe. Il se contenta d'un hochement de tête à l'officier, un geste qui en disait plus que 1000 mots. Puis un deuxième officier entra, son regard glacial balayant la cabine. « Nous avons des instructions », annonça-t-il, s'adressant directement à Claire et Dupont. « Vous deux, venez avec nous. » Immédiatement. Claire blêmit. « Attendez, quoi ?» balbutia-t-elle. « Pourquoi moi ? Ce doit être une erreur. » L'officier ne s'y a pas. « Vous êtes détenu pour interrogatoire. Vous avez publiquement manqué de respect au chef de l'État sur le sol burkinabé. C'est une offense grave. » Dupont, jusque-là si sûr de lui, recula d'un pas. « C'est ridicule, » protesta-t-il. « Je suis un partenaire stratégique. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. » Mais les officiers restèrent impassibles. Leur autorité était absolue, et il n'y avait pas de place pour les excuses ou les privilèges. Traoré, lui, descendit de l'avion sans un regard en arrière. À peine eut-il posé le pied sur le tarmac qu'il fut accueilli par une vague de respect et d'admiration. Les gardes saluèrent, les ministres s'inclinèrent légèrement, et la foule au loin éclata en acclamations, scandant son nom. Les caméras des journalistes, déjà sur place, capturèrent chaque instant. Le président était de retour, et cette fois, son arrivée ne passerait pas inaperçue. Dans l'avion, Claire et Dupont furent escortés hors de la cabine, menottes au poignet. Les passagers, abasourdis, regardaient en silence alors qu'ils descendaient les marches, tête baissée, leur arrogance réduite en miettes. Claire, les larmes aux yeux, répétait « Je ne savais pas, je ne savais pas ». Dupont, lui, restait muet, son visage blême, incapable de comprendre comment son pouvoir, si incontestable quelques heures plus tôt, s'était évaporé. Sur le tarmac, sous un soleil brûlant, les deux furent conduits dans des véhicules séparés, entourés par des gardes impassibles. Le silence qui les accompagnait était plus lourd que n'importe quelle condamnation. C'était le silence d'une nation qui reprenait sa dignité, qui refusait de se plier aux vieilles hiérarchies imposées par l'argent ou l'histoire coloniale. Dans le terminal, Traoré s'adressa brièvement à la presse. Debout devant un parterre de journalistes, il parla avec une simplicité désarmante, mais ses mots portaient une force indéniable. Au Burkina Faso, nous ne jugeons pas un homme à la couleur de sa peau ou à la taille de son portefeuille. Nous ne nous inclinons pas devant les vieilles habitudes coloniales. Ici, nous respectons la dignité, l'humanité et notre peuple. C'est la nouvelle Afrique, une Afrique qui se tient debout. Ces mots, retransmis en direct à la télévision nationale, résonnèrent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Des vidéos de l'incident, filmées discrètement par des passagers, furent partagées sur les réseaux sociaux. Les images des gardes saluant Traoré, de Claire et Dupont menottés, devinrent virales. Les hashtags respectez l'Afrique et #soutien au Burkina envahirent Twitter, portés par une vague de fierté panafricaine. Des jeunes à Dakar, Nairobi, Accra et Johannesburg partageaient des mèmes, des poèmes, des messages célébrant ce moment historique. Au ministère de la Justice, Claire et Dupont furent formellement inculpés. Les charges étaient graves, insultes publiques au chef de l'État, discrimination raciale, abus de pouvoir et tentative d'intimidation.
L'ambassade de France tenta d'intervenir, multipliant les appels et les pressions diplomatiques. Mais Traoré fut intransigeant. Lors d'une allocution télévisée, il déclara « Le Burkina Faso n'est pas une colonie. C'est une nation souveraine. Ceux qui violent nos lois, qu'ils soient étrangers ou non, riches ou non, répondront de leurs actes devant la justice. » Air France, prise dans la tourmente, publia un communiqué d'excuses dans les 24 heures. Mais le texte, rédigé dans un jargon corporate et dénué de sincérité, ne fit qu'attiser la colère. Les Burkinabés appelèrent au boycott de la compagnie, bientôt rejoints par des citoyens d'autres pays africains. Des manifestations spontanées éclatèrent devant les bureaux d'Air France à Ouagadougou, Bamako et Abidjan, avec des pancartes proclamant « Respectez l'Afrique ». Dans un centre de détention à la périphérie de Ouagadougou, Claire, effondrée, pleurait lors de son interrogatoire. « Je ne savais pas qui il était », répétait-elle, la voix brisée. « Je suivais juste les procédures. » L'enquêteur, un homme à l'air sévère, la fixa sans ciller. « Vous n'aviez pas besoin de savoir qui il était, » répondit-il. « Vous deviez simplement le traiter comme un être humain. Votre mépris n'était pas une erreur, c'était un choix. » Dupont, de son côté, tentait désespérément de mobiliser ses contacts pour échapper aux poursuites. Mais le tribunal burkinabé fut clair. Pas d'immunité, pas de traitement spécial. La justice devait être la même pour tous. En France, l'affaire prenait une tournure politique, des voix s'élevant pour critiquer l'arrogance de certaines élites face aux nations africaines émergentes. Pendant ce temps, Traoré retournait à son travail. Au palais présidentiel, il enchaînait les réunions, signait des décrets, rencontrait des agriculteurs, des étudiants, des soldats. Il ne parlait pas de l'incident, ne cherchait pas à en tirer gloire. Pour lui, ce n'était qu'un épisode, un rappel de la lutte qu'il menait chaque jour pour redonner à son peuple sa fierté et sa souveraineté. Mais pour le reste du monde, ce moment devint une légende. Un homme discret en sweat à capuche, une hôtesse aveuglée par ses préjugés, un PDG terrassé par son orgueil, et un atterrissage qui changea tout. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un vol, mais celle d'une Afrique qui refusait désormais de baisser la tête.